Aujourd'hui, Science en Tourne vous emmène à l'Observatoire astronomique de Strasbourg et nous partons à la découverte des trous noirs. Pour les explications, je vous propose de rencontrer le directeur de l'Observatoire, M. Pierre-Alain Duc, et un autre astrophysicien, M. Frédéric Marin. On y va! Bienvenue à l'Observatoire astronomique de Strasbourg. Il s'agit d'un lieu de science, de formation lié avec l'Université de Strasbourg et aussi un lieu de patrimoine. Vous êtes ici dans l'Observatoire qui a été construit à la fin du XIXe siècle, quelques années après l'annexion de l'Alsace par l'Allemagne. À l'époque, l'Allemagne avait pour ambition de faire de Strasbourg une capitale d'un nouveau land et il fallait construire une université et un observatoire à la hauteur de ce rang. Donc l'idée était d'essayer d'attirer les meilleurs scientifiques de l'époque en leur proposant un observatoire qui répondait aux standards de l'époque, un observatoire moderne qui a été composé donc de 3 gros bâtiments, chacun avec une fonction précise. C'était quelque chose de très novateur pour l'époque, avec quand même quelques inconvénients. Tout d'abord, la situation de l'observatoire, qui est de fait très proche du centre-ville de Strasbourg. À l'époque, les scientifiques s'étaient plaints de cette proximité, qui est gênante à cause de la pollution lumineuse. Mais ils n'ont pas eu de gain de cause parce qu'il fallait construire l'observatoire au sein du campus de l'université et non pas sur une colline un peu plus éloignée qui aurait été plus propice aux observations astronomiques. Deuxième problème, bien sûr, Strasbourg ne bénéficie pas des conditions météo qu'on trouve par exemple dans les observatoires modernes, qu'il s'agisse du désert du Chili ou au sommet de volcans comme à Hawaï. Pour preuve, l'architecte qui a conçu l'observatoire avait prévu des coursives entre les 3 bâtiments pour se protéger des intempéries, ce qui est un peu paradoxal dans un observatoire destiné à observer le ciel. Malgré tout, pour l'Allemagne, cet observatoire était celui qui était le plus au sud, donc qui offrait des conditions peut-être les meilleures pour le standard allemand. Les astronomes ici étaient occupés soit à observer des étoiles doubles avec la grande lunette ou à essayer de repérer l'arrivée de comètes en utilisant un chercheur de comètes, une chaise dotée d'une lunette un petit peu particulière qui était installée sur la terrasse de l'observatoire. Ces observations ont perduré jusque dans les années 60 et à une époque où ce thème de recherche n'était plus à la mode et plus compétitif. Du coup, il a fallu occuper les astronomes. Et donc, il y a eu cette idée très novatrice à l'époque de dire que plutôt que de créer son propre catalogue d'objets stellaires à l'observatoire, on allait recueillir les données et les catalogues qui ont été produits dans d'autres observatoires et les combiner pour construire une base de données. Ainsi est né au début des années 70 le centre de données stellaires qui allait devenir le centre de données de Strasbourg, dont la vocation est de récolter les positions des astres, les propriétés des astres observées à partir d'une multitude d'observatoires dans le monde et depuis l'espace. C'est cette vocation de l'observatoire de repérer les astres qui se trouve aussi illustrée dans ce vieux globe de Coronelli qui, lui, date de la fin du XVIIe siècle. Le CDS occupe actuellement une bonne partie du personnel de l'observatoire, qu'il s'agisse d'ingénieurs, de scientifiques ou de documentalistes occupés à créer donc, ces catalogues qui sont consultés par l'ensemble de la communauté internationale. Il faut savoir qu'il y a à peu près d'1 million de requêtes par jour pour utiliser et consulter donc, ces catalogues. L'observatoire est aussi un lieu de formation
avec des enseignants-chercheurs qui enseignent à l'Université de Strasbourg et qui enseignent aussi chez nous, à l'Observatoire, dans le cadre d'un master en astrophysique. Et enfin, c'est un lieu de recherche avec 2 équipes scientifiques dont l'une s'intéresse tout particulièrement aux liens entre les étoiles, les galaxies et leurs trous noirs ultramassifs au centre des galaxies, mais aussi trous noirs stellaires qui sont le résultat de l'évolution des étoiles. Pour suivre, cette thématique des trous noirs sera illustrée par Frédéric Marin dans la coupole de l'Observatoire. Nous sommes ici à l'Observatoire astronomique de Strasbourg, sous la grande coupole avec la lunette historique. Et nous allons parler aujourd'hui du phénomène et des objets qui s'appellent les trous noirs. Les trous noirs sont un sujet fascinant en astrophysique, puisque ce sont des objets que nous ne comprenons pas encore entièrement et surtout, ils sont invisibles à l'œil nu. Nous avons encore beaucoup de problèmes pour arriver à les détecter et surtout à comprendre la physique qui les anime. Et c'est le but de notre présentation aujourd'hui. Pour exercer la fonction d'astrophysicien, il y a différents parcours possibles. Le parcours le plus simple est de réaliser un bac scientifique, puis ensuite de partir à la faculté pour faire 5 années jusqu'au master en physique. Puis on obtient ensuite une thèse en astrophysique, cela dure 3 ans. Toutefois, mon parcours est quelque peu inhabituel dans ce contexte. J'ai obtenu mon bac scientifique à Annecy, et ensuite j'ai enchaîné par 2 années à l'université pour obtenir un diplôme de technicien supérieur. J'ai continué ensuite en Erasmus, un programme d'échange pour pouvoir améliorer et perfectionner mon anglais, à Dublin. Et je suis revenu en France, j'ai alterné entre Strasbourg et Montpellier pour mon master, et j'ai fini par faire une thèse ici même à l'Observatoire astronomique de Strasbourg. Mon parcours est international. Et j'ai de nombreuses collaborations en République tchèque, en Amérique, en France, en Italie. Tout cela m'a amené à avoir un projet global cohérent et de faire de la recherche sur des objets particuliers. Et ces objets sont les trous noirs dont nous allons parler aujourd'hui. Les trous noirs sont un sujet fascinant. Ils sont très intrigants, même pour l'astrophysicien moderne que je suis. Les trous noirs sont appelés ainsi car ils ont la capacité d'absorber et la matière et la lumière. Or, si la lumière est absorbée par ces objets astronomiques, elle ne peut pas être émise vers nous. On ne peut pas les voir. On appelle les trous noirs noirs. En réalité, les trous noirs sont un peu plus compliqués que ça. Et il y a des paramètres qui nous permettent de les définir. Un trou noir est un objet dominé par la gravitation. C'est-à-dire que dans une toute petite fraction du ciel, dans un tout petit volume, il y a énormément de matière, ce qui fait beaucoup de densité. Et Albert Einstein a prédit que cet amas de matière, cette densité phénoménale, va ensuite courber l'espace et le temps et former un trou noir. La quantité de matière dans un trou noir va définir sa masse. Et la masse est un des paramètres très importants des trous noirs, puisque cette masse va définir le rayon d'action du trou noir. Pour vous donner une idée, si notre Soleil était un trou noir, et donc sa masse entièrement convertie en trou noir, son rayon d'action ne serait que de 3 km, ce qui fait que les planètes de notre système solaire qui orbitent autour ne verraient pas la différence. La masse, comme nous l'avons dit, permet de définir un rayon d'action pour le trou noir. Il existe des petites masses de trous noirs. En effet, suivant le paradigme de l'évolution stellaire, lorsqu'une étoile massive, plus massive que notre Soleil, va mourir, elle va se transformer en supernova, une explosion gigantesque, une explosion cosmique. La matière de cette étoile va être diffusée dans le cosmos, mais le cœur de l'étoile qui a explosé va former un objet gravitationnel compact. Toute la matière va s'effondrer
sur elle-même et va en résulter un trou noir dont la masse totale sera un peu inférieure à la masse de l'étoile originelle. On appelle cela un trou noir de masse stellaire. Et dans notre galaxie, la Voie lactée, nous nous attendons à avoir plusieurs milliers, dizaines de milliers de trous noirs de masse stellaire. La masse peut être aussi beaucoup plus importante. On appelle ça alors un trou noir supermassif. Un trou noir supermassif a une masse de l'ordre de quelques millions à quelques milliards de masses solaires. Et on trouve un trou noir supermassif par galaxie en son centre. Le trou noir supermassif de la Voie lactée s'appelle Sagittarius A étoile. On sait qu'il est situé à 8000 parsecs de nous, c'est-à-dire que nous sommes très loin de son rayon d'influence, malgré le fait que son rayon d'influence est beaucoup plus grand, puisque sa masse est beaucoup plus grande. Nous sommes toujours à la recherche des trous noirs qui sont dits intermédiaires, c'est-à-dire entre le trou noir de masse stellaire et le trou noir supermassif. Il y a aussi une autre classe de trous noirs que nous cherchons activement, et ce sont des trous noirs primordiaux. C'est-à-dire qu'ils se seraient formés après la naissance de l'univers et ils auraient impacté la formation et la construction des gigantesques structures que nous voyons dans le cosmos. Pourquoi faisons-nous cette recherche? Les trous noirs sont d'une part fascinants puisque nous ne les comprenons pas, mais surtout, ils sont le siège d'une physique que l'on ne peut pas reproduire sur Terre. Et cette physique, c'est la relativité générale. Dans le cosmos, il y a les lois définies par Newton, celles de l'attraction. D'après Newton, la Terre tourne autour du Soleil puisqu'il y a le phénomène d'attraction. Mais d'après Einstein, ce n'est pas cette force qui est en cause, mais la déformation de l'espace et du temps. Pour mieux comprendre cette physique, faisons appel à une analogie très simple. Dans le cas de la relativité, on peut définir l'espace-temps comme un tissu élastique. Et si nous mettons une petite pierre au centre du tissu, la pierre va déformer le tissu. On voit donc l'effet de la gravité. Et cette petite pierre, ça peut très bien être notre Soleil. Partons ensuite d'un peu plus loin sur ce tissu et lançons une bille. Au tout début, la trajectoire de la bille est plate, puisque la déformation induite par le Soleil, par la petite bille, est relativement faible et localisée. La bille va continuer son chemin de manière rectiligne jusqu'à arriver à l'horizon de la déformation. Et là, la bille va être courbée, elle va rentrer dans la déformation, puis ressortir. Eh bien, c'est exactement ce qu'il se passe pour le cas des trous noirs. En effet, si on reprend notre analogie, le trou noir va exercer une masse presque infinie dans une toute petite région du tissu. On va donc avoir une courbure du tissu qui sera infinie. Et notre petite bille, que nous avons lancée de plus loin, va suivre une trajectoire droite, entrer dans la déformation et n'en ressortira jamais. C'est pour cela que l'on appelle les trous noirs noirs, c'est parce que tout ce qui rentre dedans n'en ressort jamais. Les propriétés des trous noirs sont étonnantes. En effet, lorsque un observateur, par exemple un intrépide voyageur, veut se rendre près d'un trou noir, on va observer le phénomène de distorsion du temps. Rappelez-vous, la nappe, le tissu, représente le continuum espace-temps. Si l'on déforme l'espace, on déforme le temps. Maintenant, notre voyageur intrépide file en ligne droite vers le trou noir. Quand il va aborder la dépression causée par la gravité, les phénomènes de distorsion du temps vont apparaître. Nous, sur la Terre, nous verrons notre explorateur avancer de plus en plus lentement vers le trou noir, alors que lui, lorsqu'il regarde sa montre, il ne verra pas le temps s'écouler de manière différente. Mais nous, on le verra ralentir de plus en plus lentement jusqu'à se figer dans le temps. À l'inverse, pour l'intrépide explorateur, lui, en regardant sa montre, comme je l'ai dit, ne verra pas de changement puisqu'il est dans son propre référentiel. Mais s'il se retourne, qu'est-ce qu'il verra? Il verra le temps accéléré, c'est-à-dire qu'il verra la Terre tourner de plus en plus vite et surtout le temps aller vers l'avant. Il va voir l'évolution de la Terre et il verra même, lorsqu'il approchera la limite du trou noir, le rayon de Schwarzschild, l'horizon défini par la masse du trou noir, il verra le temps finir. Bien sûr, dans ce genre de concept
que l'on ne peut pas prouver sur Terre et que l'on aura beaucoup de mal à prouver dans le futur, puisqu'il faudrait se rendre sur place, c'est un ticket à sens unique. En effet, tout ce qui tombe dans le trou noir n'en ressort jamais. Il existe aussi d'autres phénomènes très intéressants qui sont liés à la déformation de l'espace. En effet, pour notre voyageur, lorsqu'il va approcher du trou noir, eh bien, il n'approchera pas de manière unidimensionnelle. En effet, imaginez que ses pieds arrivent en premier au contact du trou noir. Eh bien, dans ce cas-là, les effets de déformation ne seront pas les mêmes entre ses pieds et sa tête. Comme dans toutes les lois de l'univers que nous connaissons et que vous avez sans doute étudiées au collège et au lycée, vous savez que la force dépend de la distance. Donc, la force gravitationnelle du trou noir fera que les pieds seront accélérés plus rapidement que la tête de ce voyageur. Or, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura le phénomène de marée, les forces de marée, et le pauvre sera littéralement pulvérisé. On comprend donc que s'aventurer dans un trou noir est littéralement impossible, puisque tout sera réduit à l'état de particules élémentaires. Bien entendu, ce genre de phénomène est graduel, c'est-à-dire qu'il n'est pas limité à l'exact horizon du trou noir, mais va avoir lieu sur les centaines, les milliers de kilomètres autour du trou noir. C'est pour ça que le trou noir a un champ d'action. Une autre particularité fascinante des trous noirs, et qui est liée à la déformation de l'espace et du temps, c'est que dans l'exemple que je vous ai donné, il y a une petite subtilité supplémentaire. En effet, lorsque l'explorateur va approcher du trou noir, eh bien, l'énergie qui va être émise de cet observateur, c'est-à-dire les photons, les particules de lumière que nous allons observer, vont subir un décalage énergétique. Cela est dû à la déformation de l'espace, qui va changer la longueur d'onde de la lumière. Notre observateur va tout doucement tirer vers le rouge et disparaître graduellement lorsque la fréquence, lorsque la longueur d'onde des photons qu'il émet va changer pour aller dans l'infrarouge puis la radio. On comprend donc que les trous noirs sont fascinants à tout point de vue, parce qu'ils mettent en jeu une physique totalement différente de ce que l'on connaît sur Terre, et aussi parce que l'on ne sait pas et l'on ne saura jamais ce qu'il y a à l'intérieur des trous noirs, puisque nous ne pouvons pas nous y rendre et communiquer l'information aux gens sur Terre. Vous allez me dire, si les trous noirs sont noirs, s'ils absorbent la matière et la lumière, comment est-ce qu'on peut les observer? Comment peut-on déceler leur présence? Eh bien, en réalité, si la lumière qui tombe dans un trou noir n'est pas visible, puisqu'elle est phagocytée, la matière, lorsqu'elle approche du trou noir, va être chauffée. Comme tout phénomène de friction, elle va émettre de la lumière. Cette lumière est de plus en plus intense au fur et à mesure que nous nous rapprochons du puits gravitationnel. Et l'on va émettre jusque dans les rayons X. Rayons X qui sont hautement énergétiques et que nous pouvons observer depuis l'espace. Pour observer ces fameux rayons X, qui sont donc une signature de la matière qui va entrer dans un trou noir, nous avons lancé dans l'espace de nombreux satellites. Bien entendu, les rayons X, comme vous le savez, sont bloqués par l'atmosphère, ils nous protègent, puisque les rayons X sont nocifs pour les humains. On a commencé dans les années 50, 60 et même avant à lancer des ballons-sondes, voire ensuite des roquettes dans la haute atmosphère. Et la première détection des rayons X d'une source cosmique est faite en 1962. L'astronomie des rayons X est relativement jeune. Bien entendu, depuis nous avons envoyé de nombreux satellites dans l'espace et nous avons à l'heure actuelle plusieurs satellites tels que XMM Newton, Suzaku, Chandra, NuSTAR et bien d'autres qui nous permettent de faire des observations de pointe. C'est d'ailleurs à Strasbourg que l'European Space Agency, la NASA européenne si vous le voulez, a confié à un consortium l'étude, l'analyse et le catalogage du demi-million de sources de rayons X qui ont été détectées par le télescope XMM Newton. On a donc une expertise locale dans le sujet des trous noirs, voire même de toutes les sources cosmiques qui émettent des rayons X. Heureusement pour nous, il n'y a pas que les rayons X, qui sont difficiles à observer, qui nous permettent de contraindre, de mieux comprendre les phénomènes de trous noirs. En effet, par exemple, il y a la bande radio. Dans cette bande, on s'attend à voir les jets d'émission qui sont émis par les trous noirs. Un trou noir avale de la matière, mais comme tout objet,
ne peut pas absorber toute la matière qui lui est donnée. Une partie de cette matière va être rééjectée. Au-delà du rayon de Schwarzschild, cette fameuse limite au-delà de laquelle rien de ce qui rentre ne ressort, la matière qui est chauffée et qui tombe va spiraler. Mais avec des effets magnétiques, elle va pouvoir être aussi envoyée sous forme de jet vers les pôles du trou noir. On a donc des jets de matière qui vont à des vitesses relativistes, proches de la vitesse de la lumière. Et le rayonnement qui en est émis est principalement en ondes radio. Ce qui fait qu'on peut observer les alentours d'un trou noir grâce au phénomène des ondes radio, qui sont, elles, directement observables de la Terre. Pour compléter ce panel observationnel, il faut savoir aussi que l'on peut regarder l'environ des trous noirs grâce à l'infrarouge, à l'optique et aux ultraviolets aussi, en réalité dans quasiment toutes les bandes de longueur d'onde. Et en regardant ces dernières, on peut contraindre par exemple la géométrie de la matière qui tombe dedans, mais aussi sa composition, sa température ou l'intensité du champ magnétique. En conclusion, que sont les trous noirs? Ce sont des phénomènes particulièrement fascinants qui sont nés dans l'imaginaire de mathématiciens et de physiciens il y a plus de 100 ans de cela et que nous continuons à observer ou au moins à essayer de détecter pour mieux comprendre comment ils se forment et comment ils influent la matière autour d'eux. Il est très difficile d'arriver à contraindre la présence d'un trou noir puisque, comme nous l'avons vu, tout ce qui tombe dedans, la matière comme la lumière, n'en ressort pas. On ne peut les observer qu'en observant la matière qui se situe autour. Les trous noirs sont particulièrement importants pour la recherche en astrophysique moderne. Pourquoi ? Puisque pour les plus massifs d'entre eux, ceux qui se trouvent au centre des galaxies, nous pensons qu'ils sont intimement reliés à la formation et à l'évolution des grandes structures qui forment l'univers que nous voyons aujourd'hui. J'espère que cette introduction au sujet des trous noirs vous aura plu et je me tiens maintenant à votre disposition pour répondre à toutes vos questions en direct.